Je m'appelle Céline, j'ai 33 ans, je vis à Paris et je viens de région, nantaise. Ma fille, va avoir 4 ans et demi cette semaine. Je suis dans la vie, je travaille, aux dans les achats, d'un grand magasin. Donc je suis séparée du papa de ma fille avec qui j'ai passé, plus de 13 ans depuis maintenant bientôt 3 ans. Donc depuis 3 ans, il m'a quittée et il a déménagé quelques mois plus tard, donc on a eu une période de cohabitation très compliquée. Ma fille, elle est née en 2000 fin 2019, donc vraiment, juste avant le covid. Hem En fait, donc son père et moi, on était ensemble depuis plus de 10 ans. Ce qui s'est passé, c'est que pendant ma grossesse, il était vraiment très, très absent. Hem, je me suis rendu compte, quand, j'étais enceinte de 5 mois et demi que, il y avait un truc bizarre et bon, en fait, il s'avérait qu'il me trompait. Et j'ai pas compris tout de suite, j'ai pas voulu comprendre, je pense. À ce moment-là, on s'est fâchés très fort. Et heu et il m'a dit, enfin, c'est là où il a commencé à me dire que j'étais folle et que que c'était pas ça. Et en fait, après, quand ma fille est née, du coup, donc il a pas préparé son arrivée. Moi, après, j'ai retrouvé des messages où je lui disais avant que notre fille naisse, je lui disais, que de toute façon, maintenant, j'avais plus le choix, que cet enfant, moi, je l'attendais et qu'il allait arriver et que, bah, du coup, avec ou sans lui, j'allais préparer son arrivée. Et effectivement, il m'a pas trop rejoint sur, cette préparation donc quand elle est née, ça a été de pire en pire. Il était pas du tout présent, ou très peu, le minimum et heu et donc heu voilà, enfin et du coup, il y a eu tout ce truc-là compliqué où moi j'étais coincée, enfin voilà et puis tout était toujours de ma faute. Et en fait, quelques mois après que notre fille soit née, donc elle devait avoir, quasiment 5 mois, j'ai fini par trouver des preuves qu'il me trompait et j'ai fini par lui dire: «Ben, je suis pas folle». Hem Et en fait, à ce moment-là, si, il a continué de me dire que j'étais folle, que bon, ce que j'avais trouvé, c'était pas donc c'était une lettre d'au revoir qu'il avait fait à la personne avec qui il me trompait, et qu'en fait non, enfin bref, c'était pas ça, enfin voilà. Donc là, moi, à ce moment-là, ça a commencé à mal se passer. Notre fille avait 5 mois et là, en fait, on a été confinés. À ce moment-là, en fait, et en plus, comble de enfin, je sais, comble du comble, il se trouve qu'il avait la mononucléose à ce moment-là. Bon, la mononucléose, ça s'attrape, hein, mais bon, voilà. En fait, moi, à ce moment-là, ma grand-mère, était mourante, donc je rentre chez moi avec notre fille. Je reviens le chercher à Paris, enfin voilà et donc du coup, en partant, je lui dis, en partant avant d'être 2-3 jours avant d'être confinée, en fait, je pars en lui disant: «Je te préviens, je m'en vais, mais je veux pas qu'elle vienne chez moi je veux pas que tu la vois, je veux pas qu'elle vienne, à la maison, ce week-end». Donc là, je le laisse au fond de son lit avec sa mononucléose, je m'en vais je reviens le chercher parce que donc du coup, entre-temps, on était confinés et que, bah, j'allais pas le laisser tout seul, à Paris, donc je reviens le chercher en voiture. Donc là, et en fait, en le ramenant après, on va se confiner chez mes parents. On prend cette décision vraiment rapidement
Et en revenant à la maison, là, je me rends compte qu'en fait, elle est venue chez moi, pendant que, j'étais moi, au chevet de ma grand-mère et que, moi, quand je suis arrivée pour aller le chercher, il avait pas fait ses valises et tout ça. Il m'a hurlé dessus que, de toute façon, il était malade, il avait pas le temps de faire ses valises, que bon, il était épuisé et tout ça. Donc, enfin, c'est moi qui ai fait ses valises, un peu, celles de notre fille en tout cas. Enfin voilà. Donc, là, à ce moment-là, je me rends compte de ça chez mes parents. Mes parents, bien sûr, je leur ai rien dit. Enfin, ils ont bien vu que ça n'allait pas, qu'il était pas très présent, mais bon, ils ont pas compris. Et donc du coup, je le mets dehors. Je lui dis: «Écoute, tu te débrouilles, là, on est confinés, tu» enfin, sa famille à lui est près de enfin, on vient tous les 2 du même endroit. Je lui dis: «Tu te débrouilles, tu dis ce que tu veux, mais moi, je ne peux pas te garder ici, je peux pas être confinée avec toi là, je croyais que j'allais le transformer en chair à pâté, quoi. Et donc voilà, donc ça s'est passé comme ça à ce moment-là, donc ça c'était la 1re étape. Et puis après, une fois que le confinement était terminé, on rentre à Paris et là on pose les choses à plat, on se dit qu'il faut qu'on avance, il me dit que lui, il va faire des efforts. Enfin non, dans un premier temps, il me reproche à moi, il me dit que c'est de ma faute s'il m'a trompée. C'était de ma faute parce que, j'étais pas, j'étais pas assez tendre, j'étais pas assez ceci, j'étais pas assez cela, voilà, et donc là, à ce moment-là, il me reproche tout ça et je lui dis que je peux pas entendre ça, qu'en plus, moi, je pouvais pas être tendre en sachant qu'il me trompait, en fait. Enfin, je pouvais pas avoir, de l'affection pour lui et tout ça, alors que lui, je savais qu'il me trompait. Donc bref, on décide à ce moment-là d'aller, enfin je décide, surtout d'aller voir, de faire une thérapie de couple avec un psychologue, et à ce moment-là, du coup, je me prends un énorme mur parce que, en gros, lui, il est là, il boude, il croise les bras pendant qu'on est chez la psy, il ment. Et après quand je dis que devant la psy qu'il ment, il me dit: «Non», mais en sortant, il me dit que oui. Enfin voilà, il passe son temps à mentir. Et quand, et en fait, à la fin, ça se termine, la psychanalyse, enfin, pas la psychanalyse, non, c'était la psychothérapie, pardon. Ça se termine, en gros, la psy, me demande de me voir seule et elle me dit, qu'en fait, en fait, j'étais trop concentrée sur mon enfant, que lui, il avait besoin de garder une part de mystère, que j'ai pas su le voir, que bon, moi, en fait, quand, notre fille, elle est arrivée, «Mais où étaient ma mère et ma belle-mère?» Donc je lui dis: «Bah, elles étaient chez elles. Enfin, en fait, l'enfant, je l'ai fait avec lui, pas avec, ma mère et ma belle-mère». Et donc elles m'ont dit: «Oui, mais vous savez, ça, c'est un truc de femme», bon. Donc du coup, en fait, je ressors, de cette psychothérapie, et tout est de ma faute. Tout est de ma faute et à ce moment-là, en fait, ça commence à vraiment très mal se passer, avec, donc mon ex, le papa de ma fille. Et en fait, plus ça va, plus je suis folle, plus les choses, s'enchaînent comme ça et en fait, moi, je sais plus du tout où j'en suis. Je suis encore en postpartum, j'en parle à personne parce que je veux nous protéger, je veux protéger l'histoire. Je sais que si je raconte un quart de ce qu'il m'a fait à quelqu'un, enfin, à mon entourage, enfin, plus personne pourra l'accepter, personne pourra comprendre. Enfin, en fait, je m'embourbe toute seule dans mon truc. Et je me dis que de toute façon, j'ai pas le choix, on a un bébé et il va falloir y arriver. Et donc en fait après, il se passe toute une période où lui, il arrête pas de me dire que moi je peux pas l'empêcher de voir cette fille, que c'est qu'une amie et tout ça et je sais très bien que non, moi. Et donc je lui dis: «Non, non, c'est pas possible» et puis,
en fait, il a fait sauter toutes mes barrières les unes après les autres comme ça et ça se termine, je me dis: «Bon, bah, il a raison, on va réessayer». Donc là, on est à l'été, on part en vacances ensemble, c'est très, très tendu, du coup, c'est le premier été avec notre enfant. C'est post-covid, donc enfin le premier confinement, donc bon, c'est une période particulière et tout ça et on se dit qu'on va y arriver et en fait, moi, à ce moment-là, je me rends pas compte de beaucoup de choses et dont je me suis rendu compte bien longtemps après et bon bref, du coup j'y crois, et puis en début d'année scolaire, donc on est en septembre, octobre, enfin quand notre fille a 1 an, ça va un peu mieux, il recommence à être vraiment gentil avec moi, à faire des choses avec moi, enfin voilà, du coup je me sens mieux aussi. Hem et puis, et puis j'arrive à me sentir de nouveau à ma place, en fait et puis il y a un moment où je sens que là, c'est reparti, ça redérape et donc du coup, je lui dis: «Bah, qu'est-ce qui se passe, enfin, tu la revois?» Et donc il me dit: «Oui, mais tu peux pas m'empêcher de la voir et tout ça» et rebelote et tout et donc bah, là, notre fille, elle a 1 an et demi à peu près, un peu moins. Non, elle a à peine plus d'1 an. Et donc là, je finis par lui dire que moi je peux pas, c'est elle ou moi et que c'est pas possible comme ça. Et donc là, il y a une période comme ça, très, très compliquée où, il me dit qu'il lui faut du temps, enfin voilà et en même temps, en fait, c'est là où, toute, la violence s'intensifie parce qu'en fait, donc jusqu'à présent, en fait, c'était quand même très violent, psychologiquement puisqu'en fait, bah, en gros, il me répète sans arrêt que je suis folle, il me dit sans arrêt que je suis incapable, que, il y a plein de choses que je sais pas faire. Je suis même pas capable de changer une ampoule. Il y a plein de choses comme ça. Il y a, quand notre fille, elle est née, il est reparti travailler quasiment tout de suite et quand elle a 2 semaines, la première journée que je passe toute seule avec elle, elle pleure parce qu'elle commence à avoir, du reflux. Moi, bah, forcément, c'est compliqué, du coup, je suis paniquée toute la journée. Je vais à l'ouverture de la PMI pour m'en occuper bref, hein, c'est difficile et le soir, quand il rentre tard, à 21h30, je me mets à pleurer et donc là, il me dit: «Bah, voilà, c'est bien ce que je pensais, tu étais pas prête à être mère». Donc ma fille a 2 semaines et moi, j'entends ça. Il y a, les fois où, enfin, voilà, c'est déjà tout un contexte où en fait, enfin, il me répétait sans arrêt que de toute façon, j'étais pas capable de plein de choses, j'étais pas capable de plein de choses sans lui, que j'étais folle, que, oui, il y avait déjà tout ça depuis longtemps, mais ça je le voyais pas. Donc ça, c'était quand même très dur, psychologiquement et quand notre fille est née aussi, il y a eu, le plan sexuel qui a été compliqué parce qu'en fait, il a voulu, qu'on reprenne, une vie sexuelle, assez rapidement, sauf que moi, j'ai eu un accouchement, compliqué. J'ai une déchirure, du coup, j'ai pas cicatrisé et en fait, je lui dis que, bah, déjà, j'ai pas spécialement envie, j'ai pas, et puis finalement, je finis par essayer et en fait, ça se passe super mal parce que j'ai vraiment trop mal et que enfin bref, je vais passer les détails, mais enfin, c'est pas possible, quoi. Je pleure et lui, il continue et ça aura lieu plusieurs fois et en fait, moi, à ce moment-là, je me contrains à ça parce que je sais qu'il y a l'autre et donc du coup, je me dis, que j'ai pas le choix et lui, il arrête pas de me répéter: «Non mais Céline, le couple, ça passe forcément par là, il faut qu'on retrouve ça pour que ça marche, il faut qu'on retrouve la tendresse, il faut qu'on retrouve tous ces moments, de complicité pour que ça marche». Donc moi,
bah, je fais ce qu'il me demande à ce moment-là. Donc donc tout ça, c'était déjà avant et donc là, on est donc au moment où, notre fille va avoir 1 an et à ce moment-là, moi là, enfin là, elle a un peu plus d'1 an, j'en peux plus et j'explose et je me mets à crier, j'en peux plus du tout et donc je le je lui envoie plein de messages, enfin je lui dis que c'est plus possible, enfin vraiment j'en peux plus quoi et et donc à ce moment-là, lui, il commence aussi à et c'est vrai que à ce moment-là, du coup, je vais voir je commence à aller voir une sophrologue pour maîtriser, pour me canaliser parce que j'y arrive plus. J'y arrive plus et que ça me fait peur parce que je suis pas cette personne qui perd, ses moyens et là, je commence à les perdre. Donc je vais voir une sophrologue parce qu'il y a un jour, par exemple, où, en fait, il me rend tellement folle que, enfin, j'avais une pile de verre et je lâche la pile de verre par terre. Enfin, ça fait un vacarme énorme. Puis je me mets à moi à casser ma vaisselle, en fait. Enfin, ça a pas de sens, mais juste, enfin, il y a un moment, il fallait que ça je sais pas. Donc là, je me dis: «Ça va pas du tout, je perds le contrôle, il faut que j'arrive à gérer ça, quoi». Et donc là, du coup, bah, lui, il commence aussi à être de plus en plus violent, mais là, il commence à être violent physiquement, il me fait peur, en fait. Il me fait peur. Il y a un moment où il y a un jour où il m'attrape à la gorge comme ça, du coup, ce soir-là, je suis partie dormir chez ma sœur parce que j'ai eu trop peur, mais j'ai jamais dit à personne pourquoi j'avais fait ça. Il y a un moment où je m'enferme dans les toilettes parce que je me dis: «Va là, il a un visage, mais plein de rage». Je me dis: «Il va vraiment me taper». Enfin voilà, enfin bref, tout devient, hyper compliqué, et donc là, on arrive comme ça, en mars et en mars, il me dit, qu'il va me quitter et heu et là, à ce moment-là, en fait, il me dit qu'en fait, il a déjà vu des avocats, qu'il va demander la garde complète de notre fille qui a 1 an et demi, même pas et qu'il s'en va et voilà et en fait, moi, à ce moment-là, enfin, je peux juste pas accepter, enfin, ça me fait trop et je fais un malaise. Du coup, je commence à me mettre à pleurer et en fait, je fais une crise de panique et en fait, il me laisse pleurer et en fait, moi, il y a un moment où je peux plus respirer, je suis tétanisée, j'ai les mains comme ça et je peux même pas attraper mon téléphone qui est pas très loin. Je recroquevillée sur le lit, je peux plus parler, enfin, voilà. Ça a duré longtemps et il finit par rentrer dans la chambre et il me trouve comme ça et en fait, il était allé chercher notre fille entre-temps à la crèche, donc elle l'a pas vu, heureusement et il me trouve comme ça et du coup, il appelle le SAMU. Là, le SAMU me calme. Le SAMU voulait me faire hospitaliser, mais du coup, j'ai refusé et après, il me dira bien sûr que de toute façon, «Regarde comme tu es incapable de t'occuper d'un enfant, tu vu dans quel état tu te mets, là, regarde comment je t'ai vu, tu même pas capable d'attraper ton téléphone», enfin voilà et donc là, à cette époque-là, je commence à prendre, des anxiolytiques. Et comme on est encore dans la maison, tous les 2, ils le voient et donc bah, voilà, forcément en plus, je suis enfin, je me drogue, enfin voilà. Donc je suis pas capable de m'occuper d'un enfant, je sais pas, enfin, il me répète sans arrêt ça. Donc là, on est en mars, après on est reconfinés, on repart chacun de son côté du coup, en confinement et ensuite on revient en courant mai
Et là, il cherche entre-temps, on a réglé des choses en médiation. Donc en médiation, il y a quand même une séance qui a été arrêté parce qu'il a dit devant la médiatrice, donc ça, c'était la première fois qu'il faisait quelque chose devant quelqu'un. Il a dit qu'il allait m'encastrer dans le mur devant la médiatrice qui a dit: «On stoppe tout de suite cette séance». Mais c'est la seule fois où en fait il s'est comporté comme ça, vraiment, en présence de quelqu'un. Et donc voilà, et donc en fait là on est en mi-mai, et après il lui a fallu, 2 mois pour, trouver un appart et déménager. Au début, il voulait que ce soit moi qui parte de l'appartement, donc je lui ai dit qu'en aucun cas, ça allait se passer comme ça. Et puis sachant que, on vit à Paris et que moi, j'ai beau avoir un salaire qui est tout à fait OK, enfin jamais je retrouve un appart, à côté de la crèche, où un bailleur veut bien, m'inscrire moi seule avec mon enfant sur le bail, quoi. Donc voilà, et à ce moment-là, c'est là où il déménage, mais donc effectivement, entre-temps, il y a eu cette cohabitation, et la cohabitation, elle arrive en plus dans un moment où on est, en couvre-feu le soir, en full télétravail dans la journée, et où on n'a pas le choix que d'être, dans la même maison, lui et moi enfermés, quoi. Donc ça a été une période, extrêmement difficile, où je ne pouvais pas fuir. J'étais obligée de rester avec lui, j'étais enfermée avec lui. Les seules solutions que j'avais, c'était d'aller chez des copains ou chez ma sœur le soir dormir, enfin, je m'arrangeais entre le couvre-feu et le machin, le télétravail, ou j'allais télétravailler ailleurs, ou voilà. Mais du coup, je pouvais pas emmener ma fille avec moi, donc on se répartissait le temps de présence à la maison au maximum. Mais cette période-là a été affreuse parce que du coup, j'étais enfermée avec lui, et enfin, j'étais enfermée avec mon bourreau, quoi. Et et puis c'est ça, cette période-là, c'est la période où ça a complètement, enfin moi, ça m'a fait énormément de mal, et c'est le moment où ça a le plus dérapé parce qu'en fait, même pour lui, je pense que c'était pas facile, et que du coup, il pouvait pas se contenir, et voilà. Après, j'ai pas subi énormément plus que ce enfin, j'ai pas subi de violence physique plus que ce que je ra si, il m'a poussée dans les escaliers une fois, j'ai eu un énorme bleu, enfin voilà, mais c'était surtout ça, et voilà. Et après, c'était des trucs le soir, par exemple, il voulait qu'on parle, donc il m'empêchait de dormir, et en fait, moi, je lui dis: «Non, là, j'ai besoin de dormir», j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Ah oui, j'avais perdu 10 kilos aussi à cette époque, donc j'avais perdu 10 kilos comme ça, et donc en plus d'être, folle, d'être, droguée, j'étais anorexique aussi, donc il racontait ça à tout le monde que j'étais, sa mère m'a envoyé des messages en me disant: «Beh, alors, il paraît que tu as des troubles alimentaires», enfin bref. Donc voilà, et puis, ouais, et puis donc là, il y a un soir où il veut absolument me parler, je veux pas, je lui dis que je suis fatiguée, il vient là dans la chambre et il me parle, et il me parle, et il me parle, et moi j'en peux plus. Je mets mes écouteurs, il me les retire, et là je lui dis: «Non, je veux pas», et tout, et je commence à faire comme si je dormais, et il vient, il me renverse de l'eau dessus pour me forcer à l'écouter. Donc là, moi, je peux pas dormir, j'en peux plus. Donc cette nuit-là, j'ai dormi, enfin, j'ai pas dormi d'ailleurs, mais je me suis enfermée dans la salle de bain avec un matelas en me disant: «Bon, j'ai pas le choix, de toute façon là, je il va pas me laisser tranquille». Enfin, donc cette période, ça a été vraiment, vraiment très compliqué à vivre. Très, très compliqué à vivre, et du coup, quand il est parti, c'était un soulagement. Mais après, il s'est passé d'autres choses parce que bien sûr, moi, j'ai saisi le juge quand il est parti, mais enfin, tout le monde sait le temps que ça prend. Et après, il y a eu toute la période où, c'était mon tour d'aller à la crèche. J'allais à la crèche, il y avait plus le manteau de ma fille quand j'arrivais, il était passé avant moi. Donc j'ai déposé cette main courante. Hem, voilà, enfin bon, bref, et donc voilà.
Notre fille, elle a même pas 2 ans, donc on se met d'accord pour se donner des nouvelles régulièrement parce qu'elle est petite, elle parle pas, enfin voilà, et donc là, lui, il m'envoie des tonnes et des tonnes de messages, enfin je franchement, j'en peux plus. Le jour de ses 2 ans, elle est avec moi, je me mets d'accord pour lui laisser pour lui laisser notre fille, en gros, je lui dis: «Bah, passe la chercher en fin de journée et puis tu passeras la soirée avec elle», enfin voilà. Ça lui va pas, je sais pas quoi et tout et puis je lui envoie des photos de notre fille, enfin qui souffle ses bougies, voilà et en fait, à ce moment-là, il y a mon beau-frère ce jour-là avec ma sœur et je lui envoie que des photos de notre fille. Je veux pas qu'il ait de photos du reste et je il me renvoie des messages: «Mais c'est quoi cette jambe d'homme? Qu'est-ce que c'est que ça?» Enfin voilà. Quand il vient, chercher notre fille, plusieurs fois, il rentre dans la maison et en fait, il met son pied, il m'empêche de fermer. Du coup, il y a une fois où moi je lui donne notre fille dans les bras parce qu'elle marche pas encore et en fait je m'en vais et je m'en devant notre fille, je m'en vais et je m'enferme dans une pièce parce que je lui demande 3 fois de sortir et qu'il sort pas. Et voilà, enfin, du coup, c'est pas réglé. Quand il a déménagé, il a gardé les clés pendant super longtemps, il voulait pas me les rendre, il avait 1000 et une raisons. Il est revenu du coup, chez ce qui était maintenant chez moi, et plus chez lui. Il est revenu chercher des affaires, enfin voilà, donc moi, du coup, j'étais obligée de descendre des trucs à la cave pour pas qu'il me les prenne. Heu Voilà, enfin, il a fait tout un tas de trucs. Contracté, en son nom, mais avec mon RIB. Donc du coup, en fait, pour, sa nouvelle box, pour, l'assurance, pour tout un tas de trucs et donc en fait, moi, je me retrouve à dénoncer des contrats dont je suis pas titulaire. Donc en fait, je peux pas. Donc en fait, je me retrouve dans des démarches de merde où je passe, franchement, pas loin d'une journée entière à appeler à droite, à gauche pour essayer de comprendre ce que je peux faire. Finalement, c'est la banque qui bloque le paiement et machin et en fait, quand je lui dis à lui, bah, il joue les imbéciles. Il me dit, «Mais non, mais en fait, j'ai fait ça pour te simplifier la vie. Mais non, mais en fait, je comprends pas. Mais écoute Céline, tu es toujours en train de faire des histoires pour tout, franchement, c'est pas possible d'être comme ça, tu me fatigues et tout» et en fait, bah, moi, je me débat avec tout ça et bah, ça me rend folle, en fait. Ça me rend folle. Non, je ne suis pas folle, ça y est, je l'ai intégré, mais sur le moment, ça m'épuise davantage, quoi et donc en fait, il est parti, mais tout n'est pas réglé, quoi, parce qu'il y a encore, beaucoup de choses à régler et au moment où on passe devant le juge, bah, je sais plus, franchement, c'était moins d'une semaine avant le passage devant le juge. Moi, j'avais fait la j'avais j'ai moi, j'ai saisi le juge et j'ai fait une demande que je lui ai partagée et j'avais pas fait de dossier à charge, en fait. J'avais vraiment fait une demande, bah, pour statuer sur, la garde de notre fille. Effectivement, on était allés en médiation. Effectivement, on n'était pas d'accord, donc on n'avait pas le choix de passer par là. Et moi, je crois que c'était 5 ou 6 jours avant le passage devant le juge, je reçois un dossier, mais un truc énorme, où je suis une sorcière, une mère aliénante, nin avec des témoignages, enfin bref, des témoignages du coup de notre entourage, donc hyper blessant pour moi. Pas contre moi, mais pour dire, oui, il la nourrit, il lui met de la crème solaire et il l'emmène à la bibliothèque. Donc moi, à ce moment-là, bah, je me prends un gros pain dans la gueule parce que en fait, et donc il m'envoie à ce moment-là, en même temps, des messages en me disant, «Tu voulu la guerre, tu vas l'avoir». Comme si moi j'avais voulu quelque chose, comme si je voulais la guerre. Et donc voilà et donc en fait ça s'arrange pas. Ça s'arrange pas
et après le passage devant le juge, ça s'arrange toujours pas et encore aujourd'hui, donc du coup là, ça fait maintenant donc bientôt 3 ans que nous sommes, séparés. On a eu le verdict du juge fin janvier, donc là, ça va faire, 2 ans qu'on est dans le cadre d'un jugement et c'est toujours, et il a ressaisi le juge, lui, moins d'un an après notre passage, alors on a quasiment eu une garde alternée. Donc enfin, je veux dire, il a déjà eu, quelque chose de bien pour, ça enfin, en fonction connaissant le contexte. Il a ressaisi le juge l'année dernière, donc bien sûr sans me prévenir, bref, c'est la directrice de l'école de ma fille qui m'a dit: «Mais vous passez pas devant le juge bientôt?» Et donc là, je lui ai dit: «Ah bah, je ne suis pas au courant». Donc tout continue d'être comme ça et voilà. Après, ouais, après, bah, en fait, la seule chose qui le calme un peu, c'est de lui montrer que j'ai moins peur de lui, mais j'ai toujours peur de lui. Et pour la communication là, avec la petite, vous faites comment? Par téléphone, ça se passe comment? Par téléphone, ouais, on s'envoie, des messages. Donc au début, c'était tous les jours. Là, ça s'espace un peu et en fait, à un moment, comme il m'assommait de messages, je lui ai demandé des règles. Donc je lui ai demandé de ne plus avoir de messages après 21:00, bon après, sauf pendant les vacances et tout ça, si elle se couche plus tard, mais enfin voilà enfin et sauf, bien sûr, s'il y a un problème, bien sûr je réponds, il y a aucun souci, mais enfin, dans l'idée, c'était ça et pas de message dans la nuit quoi. Voilà, je veux pas avoir son numéro qui s'affiche sur mon téléphone à n'importe quelle heure. Je veux que ce soit un moment dans la journée, pas, diffus comme ça et voilà et moi, à un moment, je lui ai demandé de fonctionner par mail. Lui, il veut qu'on fonctionne à l'oral. Je ne veux pas fonctionner à l'oral avec lui. C'est quelque chose que j'ai toujours refusé parce que comme je suis folle, je veux des traces écrites de tout. Heu Donc on n'a plus aucun échange oral, et ouais et maintenant en plus il a plus le droit de venir, chez moi. Il doit venir chercher notre fille mais en bas. Il a pas le droit de monter. Alors, non, je pense qu'on a réussi à pas trop, ah si, non, il y a un truc affreux. Il y a un truc affreux. Je sais pas pourquoi j'ai pas raconté ça. Une fois, il se fâche après moi, elle est toute petite. On habite encore ensemble et il dit: «Je vais la tuer». Alors que j'ai Céleste dans les bras, ma fille dans les bras et là, c'était vraiment le truc de trop. Je lui dis: «Mais tu peux pas faire ça» et bon, elle était petite, donc je pense qu'elle a pas compris. J'espère qu'elle a pas compris, je sais toujours pas. Mais non, aujourd'hui, elle parle pas de tout ça, elle se rappelle pas de quand on était ensemble. Là, elle se pose des questions parce qu'elle se pose des questions plutôt par rapport à, qu'est-ce qui s'est passé? Comment? En fait, là, moi, j'ai rencontré quelqu'un que je lui ai présenté. C'est assez récent, je lui ai présenté il y a vraiment pas longtemps. Donc du coup, j'ai prévenu son père, parce qu'on avait dit qu'on ferait comme ça et que ça me paraît normal, que je veux pas qu'elle se sente, le poids sur les épaules d'un secret qui n'en est pas un. Donc voilà, donc j'ai juste prévenu que j'avais rencontré quelqu'un, que je l'avais présenté à notre fille, mais une fois que c'était fait, parce que je voulais pas qu'il me savonne la planche, et que ça s'était bien passé. J'ai pas donné plus de détails, et elle pose plus de questions là-dessus parce qu'en fait, lui, à partir de ce moment-là, lui a dit que, bah, 1 semaine après, il lui a dit qu'il était amoureux de la personne avec qui il me trompait. Donc en fait, il me continue de me soutenir que ça f qu'il vient juste de se mettre avec elle alors que, enfin moi j'ai des écrits de lui, d'il y a 5 ans où il dit qu'il lui touche l'entrejambe, que, enfin il a fait une il était quand même, un peu spécial, hein. Il a fait une frise chronologique de leur histoire avec, 1 «Je t'aime», na. Il avait, mis,
naissance de l'enfant de François. Moi, j'étais juste là pour pondre, j'étais même pas mentionnée. Et après, il avait fait une frise en pointillé où il disait, bah, dans le futur, je présenterai mon enfant à la nana avec qui il me trompait. Puis on aura des enfants ensemble. Alors après, il y avait naissance de potentiels enfants je vais dire F et N parce que c'est leurs initiales. Voilà. Et donc là, notre fille, elle se pose plus des questions là-dessus. Et là, en fait, la semaine dernière, je me suis rendu compte qu'il lui avait dit que c'était moi qui étais partie. Parce que j'étais plus amoureuse de lui et que j'avais un nouvel amoureux. Donc du coup, j'ai expliqué à ma fille que oui, j'avais un nouvel amoureux, mais que c'était très récent et que moi, c'est pas moi qui étais partie. Et donc là, elle m'a parlé de l'amoureuse de son papa et je lui ai dit, ben oui, mais ils se connaissent depuis très longtemps, tu sais. Mais j'ai pas dit autre chose. Et elle m'a dit, mais papa, il me dit que c'est toi qui es partie et que tu étais plus amoureuse. Et je lui dis, bah, c'est pas ça. Elle me dit, mais si papa, il a dit ça. Et je lui dis, bah, et là, j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait, mais en fait, il y a un moment où c'est trop pour moi. Je lui ai dit, bah, papa, il ment. En fait, il y a que moi, j'ai supporté pendant des années aussi qu'il raconte n'importe quoi à n'importe qui. Une fois, je suis tombée sur un mec qui louait notre parking et en fait, c'était mon ex du coup qui s'occupait de louer le parking. Donc du coup, c'était lui qui était en contact avec, ce monsieur et donc quand il déménage, bah, moi je prends contact avec ce monsieur pour s'organiser, pour reprendre le truc, quoi. Et bref, quand ils se voyaient, souvent ils allaient prendre un café ensemble et tout, donc ils se connaissaient un peu et puis de temps en temps aussi on louait la voiture, du monsieur, pour partir en week-end. Enfin bon bref, eux ils se connaissaient, mais moi je l'avais jamais vu. Donc là, je descends, je discute avec ce monsieur et il me demande comment ça va et tout. Moi, je le connais pas, donc je lui dis: «Bah, ça va». Il me dit: «C'est pas trop compliqué là, la séparation avec, votre fille et tout, qui est petite». Donc je lui dis: «Bah, c'est pas simple et tout ça». Et là, il commence à me parler et je me dis: «Mais il y a un truc qui tourne pas rond». Donc déjà, je le prends mal parce que je le connais pas et qu'il rentre dans mon intimité. Mais en plus, je le sens un peu donneur de leçons. Il commence à me dire, «Mais oui, parce que quand même, quand tu un enfant si petit, parfois c'est compliqué, il faut s'accrocher et tout». Et en fait, je me dis: «Mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Enfin, qu'est-ce qu'il me dit qu'il faut s'accrocher?» En fait, moi, je j'ai rien choisi dans cette histoire, je la subis cette, décision et en fait, pourquoi il me dit ça? Et puis plus ça va, plus c'est pas clair et bon ça dure 5 minutes, hein, même pas, hein, et je finis par lui dire: «Oui, mais en fait, j'ai pas le choix». Et puis il me dit: «Mais comment ça, on a toujours le choix?» Et je lui dis: «Bah non, là, j'ai pas le choix». Et en fait, il finit par me raconter qu'il a croisé, du coup, mon ex dans la rue et que, il lui a fait le numéro, limite les larmes aux yeux, «J'ai tout perdu, ma fille, ma femme, mon appartement, elle m'a mis dehors, elle est avec quelqu'un, quoi». Et donc je lui dis: «Mais c'est pas ça, en fait». Et en fait, comme lui et moi, on n'a plus aucun contact et comme, lors du jugement, il a fait rentrer nos entourages dans l'histoire puisque, il y a eu des témoignages et tout ça. Je suis plus en contact moi avec son entourage et j'ai jamais balancé l'histoire à qui que ce soit. En fait, potentiellement, tout le monde a cette version. Je veux pas que ma fille ait enfin, il y a des limites quoi. Ce que les autres ce qu'ils en pensent, ça m'est égal, mais pas ma fille quoi. C'est à moi qu'elle pose les questions systématiquement et du coup, moi, je ressens, j'ai l'impression qu'elle a pas confiance en lui et qu'elle a une confiance différente en moi, où elle est capable de ouais, les questions même sur sa vie à lui, elle les pose à moi. D'une part, moi, quand j'étais au plus mal, et que je croyais pas que c'était grave ce qui m'arrivait, j'ai eu besoin, ce qui m'a fait tilter,
c'était, d'entendre des personnes qui vivaient la même chose que moi et pour qui c'était reconnu que c'était grave. C'est à ce moment-là que je me suis dit: «OK, c'est grave» et donc du coup, c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à réussir à en parler tout en minimisant toujours, puisque c'est ce que je continue de faire. Mais ouais, c'est là où j'ai percuté qu'en fait, c'était exactement les mêmes histoires que moi. Il y avait rien qui changeait et qu'en fait, bah, j'étais pas folle et j'étais pas folle et c'était normal de pas se sentir bien là-dedans. Donc ça, c'est la première chose et la deuxième chose, bah, en fait, je me rends compte aussi que depuis que j'en parle, bah, je vais mieux aussi. J'ai commencé à en parler à ma psy longtemps après. J'en ai parlé cet été puisque ça a été très compliqué, mais j'ai fini par aller porter plainte. Donc j'ai tout raconté. C'était très difficile, et maintenant je commence à réussir à en parler à mon entourage, pas tout, mais des petites bribes et ça dédramatise beaucoup pour moi, voilà et mon nouveau compagnon, est au courant de beaucoup de choses. Voilà. J'étais persuadée de pas être capable de faire beaucoup de choses et qu'en fait, bah, je me rends compte que si et un de mes meilleurs souvenirs et une de mes plus grosses victoires, c'est, quand elle avait 2 ans et demi, on est partis en vacances en Italie, j'avais pas de fric donc du coup, j'avais pris un espèce de truc, dernière minute, voilà, fallait faire de la bagnole, on dormait dans des tentes dans des petites tentes, enfin voilà j'ai un sens de l'orientation désastreux, enfin bref et donc voilà et en fait, bah, on a passé des super vacances et elle avait que 2 ans et demi et elle m'en parle encore. Et donc en fait, bah, ça, c'est un truc incroyable parce que je pensais que j'étais pas capable, j'ai été capable, c'était super réussi. Ça nous a fait du bien à toutes les 2 et moi, autant sur le moment que de me dire: «Bah, je peux le faire». Et et je vais pas mentir, je pense que mon ex pensait pas que j'aurais pu faire ça et c'était une victoire pour moi aussi de me dire: «Bah, voilà, tu vois, toi qui penses que je suis capable de rien, bah, voilà, je l'ai emmenée en Italie, ça s'est très bien passé, elle est contente, moi aussi et voilà».